Quand on parle de crise des médias, souvent on met tout là-dedans. On est comme tout tombe, tu sais. Les voyants sont au rouge, mais on continue de faire business as usual comme si on n'était pas en crise. Il va falloir qu'on casse des murs. Là. Il va pas juste falloir qu'on change la couleur des murs dans la maison puis qu'on déplace des meubles. Là. Il y a 4 millions de gens qui ont écouté le bye-bye, il n'y a pas de problème. Oui, faut que je l'enlève. C'est correct, garde ça dans le code, by the way. Bonjour tout le monde, bienvenue au Foyer, balado de On Film, une initiative de l'Office national du film, l'ONF, pour parler de mon documentaire que j'ai réalisé dans le contexte de On Film. Je suis avec Karine Dubois, Catalina Brisegno, qui est directrice de l'École des médias de l'UQAM, fondatrice de Picbois Productions. Merci beaucoup d'être ici. Je suis vraiment content parce que ça fait comme 2 ans que je suis dans cette espèce de sujet-là, comme constant de le désengagement culturel des jeunes, la crise des médias, tout le monde, la tour de Radio-Canada est transformée en condo, ils vont la remplacer par quoi? Tu sais, c'est comme tout ça s'entremêle. Puis des fois, j'étais comme, OK, je voulais trouver une façon de comme créer une pièce définitive de contenu qui parle de cet enjeu-là à travers une lentille qu'on n'aborde pas souvent, qui est oui, on parle du financement de la culture, on parle de différentes compagnies, institutions, comment ils fonctionnent, mais je trouve qu'on s'écarte de sujets en focusant trop sur le financement qui fait en sorte que on n'aborde pas des points qui, selon moi, qui sont comme fondamentaux. Puis je vous ai rencontrés les deux dans le processus de recherche de ce film-là. Puis j'étais comme, OK, non, faut qu'on enregistre la discussion puis qu'on la diffuse le plus possible parce que je pense que ça va être complémentaire au contenu du documentaire. Puis j'aimerais qu'on commence, parce que là, on a un profil universitaire, directrice d'école de médias. Ouais, c'est ça. Quand on parle de crise des médias, souvent, on met tout là-dedans. On est comme, il y a la crise des toutes tombe, tu sais. Puis moi, j'aime ça faire la distinction qu'il y a la crise institutionnelle du financement, peut-être des médias, la crise des médias, puis il y a le phénomène du désengagement des institutions culturelles des jeunes. Ces choses-là sont 2 choses différentes. Est-ce qu'on peut les définir? Oui, mais je suis pas prête à dire que c'est nécessairement différent. Mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, il y a d'un côté, dans le discours commun, quand on entend parler de la crise des médias, très souvent, on fait référence d'abord au secteur de l'information. Fait qu'on va venir effectivement rentrer là-dedans, par exemple, le déclin des revenus dans les modes traditionnels, des journaux papier, de la chute de leurs revenus habituels au niveau des abonnements, de la publicité, des petites annonces, etc. Puis tout ça est exacerbé en plus dans les dernières années avec une crise de confiance, la désinformation, l'infox, on pourrait parler... Ça, c'est la crise des médias. On pourrait élargir, parce que c'est souvent les mêmes facteurs de transformation qui ont entraîné une crise plus large de ce qu'on pourrait appeler, en fait, l'économie médiatique, ou les industries de la création médiatique. Et là-dedans, très souvent, pour le commun des mortels, c'est effectivement la crise de la télévision, du cinéma, de la musique, largement aussi. Puis c'est souvent de ça dont on entend parler parce que c'est ça qui est visible aux yeux des utilisateurs. Mais ici, on a quand même la même structure de déclin, ou de crise, c'est-à-dire une transformation de fond. Puis ce qu'on a, c'est une cascade de transformation qui dure depuis 15 ans, 20 ans. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en fait, c'est les effets cumulés de toutes ces transformations-là qui sont à peu près de la même nature, encore une fois, le transfert vers des habitudes de consommation vers le tout numérique et avec ça, donc, un transfert des revenus publicitaires du côté des annonceurs, le déclin des revenus, par exemple, des câblos-distributeurs qui fait en sorte qu'il y a un déclin après ça, donc, du financement qui vient affecter directement. Fait que ce qu'on a, en fait, c'est toute une chaîne d'action-réaction. Maintenant, quand on dit il y a un désengagement ou un désintérêt grandissant de la part des jeunes ou de différents types de publics envers les médias ou les formes de création plus traditionnelles comme la télé et tout ça. Ce qu'on entend par là, c'est quand même un de ces facteurs de transformation fondamentale qui est le changement des habitudes de consommation. Ce que ça veut dire, c'est que cette chaîne d'action-réaction-là, à la base, c'est précisément son incapacité à s'adapter à ce changement des intérêts, des préférences, des formats, des plateformes de diffusion. C'est précisément son incapacité à voir là qu'il y avait un marché émergent qui s'est développé puis qui s'est structuré au cours de ces 10-15 dernières années-là et qui est venu, en fait, et qui, en ce moment, en fait, est en train de créer vraiment un raz-de-marée puis un niveau de
de disruption, OK, de désordre assez important dans la structure et l'économie traditionnelle des médias. Qui, là, est rendu tellement intense puis à une forme avancée qu'on peut plus juste ignorer, tu sais. Voilà. C'est ça. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que ce n'est pas une chose qui s'est construite du jour au lendemain. De fait, ce choc numérique, on le connaît depuis la fin des années 90, tu sais. Puis il y a eu lui aussi différentes phases entre l'avènement d'Internet et les étapes où, évidemment, tout ça s'est converti dans des modèles d'affaires qui, aujourd'hui, s'incarnent dans la plateformisation, les grandes plateformes, le streaming, l'avènement, donc, et l'apparition de ces nouveaux acteurs dans l'écosystème qui a fait en sorte que notre marché, tout d'un coup, était en concurrence avec une offre qui maintenant arrivait de partout dans le monde. La difficulté, évidemment, pour les contenus québécois francophones de trouver une place, d'être découverts dans ces environnements-là. Parallèlement à ça, l'émergence de nouveaux formats comme le podcast, TikTok, les Reels, les contenus verticaux, etc. Et donc, tout ça s'entremêle et crée une espèce de tempête parfaite, mais dans laquelle, à la base, ce qu'on a, c'est un système, une industrie qui fonctionnait avec toute une chaîne d'acteurs et d'étapes de la création, la production, la distribution, la diffusion. Tout ça en plus, juste pour rendre les choses un peu plus complexes, enchâssé dans des structures législatives, des structures de financement. Fait que ça a l'air de rien, mais détricoter tout ça, c'est pas si simple que ça. Exact. Ouais, c'est ça que j'ai réalisé. Mais c'est ça pour mesurer, tu sais, au tournant là, du millénaire, là, au début des années 2000, est-ce que, parce que dans ces recherches-là, il y a quelqu'un qui m'a dit que, puis c'était Sylvain Lafrance qui est dans le documentaire, qu'à la fin des années 90, on s'imaginait même pas que la bande passante allait être assez puissante pour diffuser des vidéos sur Internet. Est-ce que c'était vraiment ça comme l'état d'esprit comme à la fin des années 90? Ben, moi, je peux peut-être te le donner en exemple. Moi, à la fin des années 90, en 98, j'ai fait l'Expo Science. J'étais en secondaire 5. Puis j'avais gagné comme prix un stage multimédia à Montréal. Puis on est venu, puis il y avait de la connexion haute vitesse Internet, là, puis c'était comme révolutionnaire, là. Puis pendant, c'était comme « Oh my God, l'Internet ici va tellement vite! » Puis on avait gagné... Tu sais, le prix, c'était concevoir un CD-ROM, là. Fait que, tu sais, si tu veux te replacer, là, genre, c'était ça, le thinking. Fait qu'on n'était pas là, pas du tout, là. 1998, là, c'est le début, par ailleurs, de l'arrivée d'Internet dans l'industrie de la télévision puis du cinéma, avec notamment le Fonds Bell, qui, à l'époque, était complètement comme innovateur, qui avait décidé qu'eux autres, ils allaient mettre des sous dans ce qu'on appelait à l'époque la convergence. Les volets convergents. Le multimédia. Bon. Et donc, on a eu tellement de noms, tu peux pas savoir. Le numérique, là. La création numérique, on a eu tellement de noms, mais en tout cas, peu importe. Et donc, là, c'était la tendance, mais pour répondre à ta question spécifiquement, fin des années 90, là, la seule chose dont les gens avaient peur à ce moment-là, c'était le bug de l'an 2000. C'est ça. OK? Puis c'était si le réveil matin allait fonctionner. Personne parlait d'Internet. On avait peur des logiciels puis du changement de date de l'an 2000. Puis vous vous rappellerez que c'est aussi tout ben non, tu peux pas te rappeler, t'étais pas né. Mais en tout cas, bref. Alors, tout ça pour dire que c'est le moment où est-ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants que c'était possible de télécharger une vidéo à l'époque, mais il fallait attendre 2 jours et demi que, tu sais, la vidéo, en fait, arrive bit par bit dans ton ordinateur. Mais là où on a pu apercevoir un signal du futur dans ces années-là, c'est grâce au MP3. Fait que c'est vraiment à travers la compression des fichiers vidéo où là, les gens, et Napster, pour ne pas le nommer, a décidé d'ouvrir une plateforme où on pouvait se transférer des fichiers audio, OK, dans lesquels c'est vraiment la musique qui est rentrée d'un plein pied et nous a donné le premier aperçu de ce que cette nouvelle économie numérique allait devenir. En arrivant avec Napster, puis en compressant des fichiers, où là, les gens, tout d'un coup, arrêtaient d'acheter la totalité de l'album de Madonna, puis pouvaient se transférer gratuitement, évidemment, des contenus, en fait, à la pièce. Et encore une fois, ça a été quoi la réaction des majors de l'époque, qui sont les mêmes encore aujourd'hui, là, tu sais, les Sony, Universal, Warner Brothers, les géants du CD de l'époque, qui marchaient très bien, c'était de dire...
c'est bien donc mauvais, la qualité de ces fichiers-là. Ça a été de se positionner à un regard hiérarchique. Les gens vont jamais... Paternaliste, exactement. Et donc, ils ont ignoré l'émergence d'un marché et ils ont dit, laissez les adolescents se transférer des fichiers, puis c'est pas grave. Et ils ont sciemment ignoré pour des raisons de qualité technique et autres. Et surtout, ils ont dit, nous, les gens qui achètent des albums, ça les intéresse pas, ça, de la mauvaise qualité comme ça. C'est des mélomanes. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est un discours qui ressemble beaucoup? Ben oui, non, moi, je trouve ça tellement étonnant. Quand les influenceurs, ou les gens quand les créateurs numériques sont arrivés, YouTube et tous les YouTubers et tout ça, les gens de nos milieux, les professionnels, disaient, c'est des amateurs. C'est un trend, ça va passer. Exact. Et je pense que donc, c'est là qu'on est au tournant des années 90. Il y a quelque chose de nouveau, ça s'appelle l'Internet, ça permet des nouvelles formes de création. Quelques années plus tard, 2007, c'est l'arrivée de YouTube qui va tout changer. Puis après ça, on le connaît, l'histoire, là, les médias sociaux et ensuite le streaming et tout. Mais c'est vrai qu'à la fin des années 90, ce qu'on a, c'est un regard plutôt léger et assez paternaliste de la part des industries et du milieu professionnel qui disent « c'est une mode, ça va passer ». Voilà. Puis c'est ça, comme tu as installé tantôt, que toi, dans ces années-là, ou même les années début des années 2000, tu commences ta carrière dans l'industrie culturelle. Est-ce que toi, puis là, on va sur le passé, mais on va projeter vers le futur, mais je pense que c'est important de bien installer ça. Est-ce qu'il y a des discussions sur ces changements fondamentaux qui sont... Est-ce qu'on mesure l'ampleur du bouleversement qui arrive quand tu commences dans ce milieu-là? Moi, je sors de l'école en 2005. Puis on fait souvent la blague avec des amis producteurs. Nous, on est arrivés, puis le buffet était déjà vide, là. Donc, tu sais, moi, j'ai pas connu l'âge d'or, j'ai pas connu comme l'époque où on vendait beaucoup de choses. Tu sais, je suis arrivée, puis quelques années après, c'était Harper, c'était les conservateurs, c'était les coupures en culture. Fait que ça allait déjà mal. Fait que moi, là où je pense que commence, mettons, la lecture ou le moment où les plaques tectoniques commencent à bouger, c'est le moment où Québécois avait décidé de couper les robinets de l'argent qu'ils envoyaient au fédéral pour le financement de la télé en disant, si vous ne mettez pas les codes d'écoute là-dedans, on en a moins que Radio-Can, il faut que vous changiez. Puis là, c'est là qu'ils ont changé l'ancien pour devenir le Fonds des médias du Canada. Puis là où il y a eu les volets web... autour de 2010, ça. Ah, c'est ça, l'inclusion du numérique là-dedans. Mais est-ce qu'on en est conscient? Je pense que ça fait 10 ans que le thème du congrès de l'Association des producteurs, c'est réinventer l'avenir, s'adapter, penser au futur. Tu sais, c'est comme si on le sait, puis on le sait. Mon feeling... Il y a 10 ans, je trouve que c'est un peu trop tard, mais peut-être il y a 20 ans. Moi, c'est plus ça. C'est ça que je te dis, mais ça va être encore ça dans 5 ans. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a vraiment un rapprochement à faire avec la crise du réchauffement climatique. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça va pas bien. Tout le monde est conscient qu'il faudrait qu'il y ait des changements majeurs qui se fassent. Tout le monde sait qu'il va falloir qu'il y ait des décideurs qui bougent, mais il va falloir que les individus... Tu sais, que c'est pas des petites affaires cosmétiques, là. Puis là, on niaise en se disant « Ah, cet été, il y a eu un feu. Ah, tiens, il y a du verglas. Ah, tu sais, puis c'est la même affaire en télé. C'est comme si les voyants sont au rouge, mais on continue de faire business as usual comme si on n'était pas en crise. Puis en répétant des vieux modèles, puis en se faisant croire que 2 pas de changement, c'est comme une révolution. Là. C'est 10 meetings sur 3 mois de 4 équipes différentes. Mais c'est drôle parce que cette métaphore-là des bouleversements climatiques, ça va avec un peu le titre du documentaire qui est « Après moi, le déluge », comme on reprend cette image-là. Voilà. Parce que moi, c'est ça un peu, puis avec Pierre Mathieu, producteur, Laurence, productrice, on parlait de ça pendant longtemps, puis à un moment donné, c'est comme... On réalisait que l'état d'esprit, peut-être, c'est des gens qui sont là, qui travaillent dans ce milieu, puis qui se disent, tu sais quoi, après, c'est plus mon problème. Ah ouais? Tu pourrais Oui, ça dire? mais tu sais, je pense que c'est une excellente analogie. Puis c'est pour ça que très souvent, en fait, moi, je me fais questionner parce que sur mon LinkedIn, c'est tout le temps écrit, c'est écrit spécialiste de la transition numérique. Puis la raison pour laquelle je parle de transition, c'est parce que je considère que c'est le même type de processus, un processus très long, OK? Et pas toujours facile, puis avec plusieurs cycles de crise. C'est ça, une transition, OK? Pour moi, là, c'est vraiment un long chemin vers la transformation. Puis c'est quelque chose de très semblable avec l'enjeu climatique. Et ce qui arrive très souvent, c'est la même façon que les gens disent...
Ben moi, je ne crois pas vraiment au problème de la crise climatique. Quand je regarde dehors, il y a des fleurs dans mon jardin. Tant qu'il y a des fleurs dans mon jardin, je suis tigidou. Bon, mais si on reprend la même analogie, il y a eu beaucoup de fleurs dans les jardins de nos producteurs, de nos diffuseurs, puis de tout ça pendant suffisamment longtemps pour qu'on ne considère pas comme urgent, en fait, de s'adapter à ces choses. Il y a 4 millions de gens qui écoutent le bye-bye, il n'y a pas de problème. Exactement. Et c'est souvent, puis c'est pour ça que c'est une bonne analogie, c'est qu'on se rattache, on s'accroche à des éléments qui, dans l'ensemble, si on prend de la perspective systémique, sont anecdotiques. Comme en ce moment, Heated Rivalry, là, au Canada, hey, ça va sauver l'industrie. Pendant 1 an, on est capable de parler d'une seule émission, Empathie. Pas parce que c'est faux que c'est bon et que ça a du succès, mais c'est parce que c'est faux, par contre, de croire que c'est emblématique de ce qui est en train de se produire dans le reste du système. C'est des données aberrantes, là. Bien, a priori, oui, exactement. Fait que c'est sûr qu'on se rattache à ça avec beaucoup d'espoir et on a raison de le faire. On a des choses qui fonctionnent. La vraie question, c'est comment on transfère... On ne peut pas continuer à vivre, en fait, à s'accrochant justement à ces moments-là qui sont relativement, donc, passagers puis qui ne sont pas représentatifs, malheureusement, de l'état réel de l'ensemble du système. T'sais. Puis si, là, on parle de systémiquement, on parle d'un système, moi, j'avais tout le temps comme théorie, même avant de faire ça depuis des années, que qu'est-ce qui a retardé une approche de changement systémique à l'industrie culturelle au Québec, puis là, je parle juste du Québec parce que c'est ce que je connais, c'est, en fait, le coussin ou la rassurance de savoir que beaucoup du financement dépend de fonds publics. En fait, c'est pas... Je disais tout le temps en joke que, comme, en fait, l'industrie culturelle n'est pas tributaire du capitalisme, en fait. C'est pas... S'il y avait... Ben, je te vois hocher la tête, mais pas totalement. Moi, je jugeais que si vraiment il aurait fallu donner de la valeur à différentes formes d'engagement pour générer du revenu il y a 20 ans, parce que là, c'est comme... Le fait que l'argent est un peu garanti, que tout le monde est payé, c'est des idées communes qui sont partagées, mais puis là, on a souvent tendance dans l'industrie à faire « Ah, tu sais pas trop de quoi tu parles, c'est pas juste financé, blablabla. » Mais je pense que ça a un gros impact sur l'état d'esprit de faire en sorte que, oui, il y a beaucoup d'argent qui n'est pas juste de la vente de billets, de la vente de disques, de la vente de billets de cinéma. Ça a retardé des changements profonds. Est-ce que c'est une théorie qui fait du sens? Bien, là, ma première critique, c'est... Tu sais, un de tes plus gros bailleurs de fonds présentement, c'est le Fonds des médias du Canada. Autour de la table du CA du Fonds des médias, il y a des diffuseurs, il y a des gens du privé. Donc, le fantasme que c'est juste des gens qui sont dans une perspective de culture puis de bien commun, il y a des intérêts très clairs qui sont autour de ces tables-là. Je pense que c'est Québécois aussi, je joue à ça aussi, parce que quand ils disent on est privé, si on regarde après dans l'espèce de... L'argent, en fait, oui, c'est privé sur papier, mais ces productions-là reçoivent tous de l'argent public. Tu sais, quand on dit qu'un diffuseur est privé, beaucoup de ces productions sont financées. Sur papier, il est privé, l'actionnariat, mais l'argent qui est injecté là-dedans, c'est pas des capitaux privés à majorité. Ça dépend des types de production. De variété, il y a assez peu d'argent public là-dedans. Ou, tu sais, quand tu vas aller dans de la télé-réalité, ça va être beaucoup de l'argent de la poche du diffuseur. L'information aussi coûte très cher à ces chaînes-là. Puis après ça, tu sais, quand tu dis c'est de l'argent public, oui, mais tu sais, sans tomber dans les technicalités, celui qui déclenche quand même toute cette chaîne-là d'argent public, généralement, ça va être une licence d'un diffuseur. Et donc là, tu vas avoir un privé. Puis lui a la clé en or pour donner accès au sac d'argent public. Fait que c'est pour ça que moi, de dire qu'il n'y a pas de capitalisme là-dedans, parce que lui, le jour où il déclenche, il y a aussi son département des ventes qui pense aux annonceurs. Puis, j'allais dire pas totalement tributaire. Ben, c'est sûr que tu peux pas dire à une fille de documentaire que le capitalisme est nulle part. Ça, je pourrais pas... Bon, ben là, on partira pas dans qu'est-ce que le capitalisme ou qu'est-ce que les approches néolibérales de cette économie ont fait à tout ce système-là, mais je suis d'accord sur un point, c'est-à-dire que le système qu'on a mis en place, sans parler de capitalisme, on va s'éloigner de ces concepts-là, là, c'est trop compliqué pour moi en ce moment. Non, mais par contre, ce qu'on peut dire pour vrai, c'est que le système qu'on avait construit, donc précisément cette espèce de chaîne de valeur qui était capable de soutenir à chacune des étapes un nombre restreint d'acteurs, tout ça était calculé en fonction de quoi? D'un environnement puis d'un écosystème, un marché, qu'on contrôlait très bien. Fermé. Fermé. Et en fait, c'est là que la fameuse
la fameuse émergence d'Internet à partir des années 90, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est à quel point ça allait transformer ce marché-là et les structures de ce marché-là. Donc, tout ce système-là a très bien fonctionné jusqu'à ce que s'ouvrent les valves, donc de la création, des possibilités, des opportunités de création et des opportunités de diffusion sans l'aide de ces intermédiaires-là, OK? Et sans même le besoin d'avoir recours au soutien financier ou aux lois ou aux normes ou aux règlements et à toute cette chaîne. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que l'économie ou l'organisation de la création médiatique a commencé à se transformer, mais pendant ce temps-là, tu avais une structure industrielle qui était comme enchâssée dans sa boîte et qui, là, faisait comme « Oh, là, qu'est-ce qui se passe? » Et tout ça, donc, a continué de se développer à l'externe, ou en dehors. Et je tiens juste à signaler quelque chose. On parle des années 90, mais tu sais, les diffuseurs privés, les télédiffuseurs privés au Canada, donc incluant nos diffuseurs ici au Québec, en fait, ont généré des profits, ont été rentables jusqu'en 2014. C'est intéressant, ça. Ce que ça veut dire, pour revenir à ta question, aurait-on dû s'adapter à l'époque? Et c'est ici que je fais le lien avec le capitalisme. Dans un capitalisme, t'attends d'arrêter de faire de l'argent avant de changer quelque chose à ton modèle. Mais réel. Je dis pas que c'est une bonne idée. Ouais. Je dis juste, très souvent, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut attendre 2014 et les années qui suivent pour que là, en fait, nos acteurs de cette fameuse chaîne, que ce soit les créateurs, les producteurs, les diffuseurs, etc., commencent à souffrir financièrement de toute cette transformation-là écosystémique dont on parle depuis tantôt. Et c'est là qu'ils font comme « Oh, pelaille! Il faut qu'on change quelque chose. » Fait que oui, c'est vrai qu'avec le recul, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas réagi plus tôt. Mais la réalité est que ce système-là a fonctionné et a amené des bénéfices à ces acteurs-là pendant très longtemps. C'est vrai que la crise, tu sais, elle est... les gens qui perdent leur job, mettons, à cause de la crise, ce sont les gens qui sont producteurs, puis toute la chaîne alimentaire qui suit. Producteurs, réalisateurs, créateurs, techniciens, studios de post-production. Ça, c'est la chaîne qui mange la claque. C'est-à-dire que quand le volume de production descend, ça, c'est des gens qui sont en avant de la ligne, ça apparaît dans leur chèque de paye. Mais les gens qui prennent les décisions qui pourraient faire changer ce système-là, eux, leur salaire, ils ne changent pas. Qu'il y ait eu une crise ou pas, puis qu'il y ait eu moins de projets ou pas. Fait que c'est sûr que tu sais, quand tu dis qu'il faut que ça finisse par paraître dans les poches, hein, c'est sûr que l'incitatif... c'est comme si le domino est plus long à se rendre au bout de la chaîne. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on l'a dans nos poches, là, l'effet. Là. Puis moi, je le vois particulièrement depuis 2 ans. La fuite de talent, là, on est en train de perdre notre monde, là. T'sais, là, présentement, là, des gens de fiction, des techniciens, des gens qui faisaient ça dans la vie, qui sont en train de dire « Hey, pour vrai, là, genre, je suis tannée, je change de job, je suis tannée de crever de faim. » Puis ça, là, ça va nous rattraper, ça sera pas long. Mais ça, cette crise-là, les gens qui décident sont pas aux premières loges. C'est pas eux qui reçoivent l'appel du monteur que ça fait 15 ans que tu travailles avec, puis pour la première fois de sa vie, il t'appelle parce qu'il n'y a pas de job. Fait qu'il y a comme un buffer entre eux puis la réalité du terrain, qui est peut-être, tu sais, quand tu disais que le financement public est peut-être un petit peu la différence, c'est-à-dire que, mettons, un studio américain qui va juste par investissement, c'est lui qui sort le cash, tu sais, il voit tout, il est comme en première ligne de « Hey, ça fait mal au portefeuille, mon investissement n'a pas été récupéré », puis tout ça. Mais là, tu as comme des acteurs qui sont pas personnellement, individuellement toucher leur contexte. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas dur pour eux autres. Puis, pour vrai, moi, j'aimerais pas ça être dans les chaises du monde qui travaille chez le diffuseur présentement, mais c'est sûr que le ressenti est pas le même, là. C'est pas, j'ai la moitié moins d'argent que l'année passée, là. Oui. C'est drôle parce que, tu sais, comme moi, dans toutes ces 2 dernières années, ma ligne directrice, c'est arrêtons de parler de financement parce que c'est ça le piège, je veux pas parler. Puis là, je suis moi-même, je nous ai amenés dans le piège de discussion en fait, même sans parler de financement, moi, ce que je retiens de cette discussion-là, puis c'est très intéressant, c'est cette idée qu'on forme une chaîne, tu comprends? Et qu'on est tous des dans l'industrie, j'entends. Dans la structure industrielle,
La difficulté, c'est pas plus ou moins de financement ou tout ça. La difficulté, c'est qu'on est toutes des composantes d'une même chaîne et que toutes ces composantes-là sont interdépendantes les unes des autres. Puis que très souvent, on dit « Ah, les artistes chialent tout le temps. » Mais Karine a raison, en fait. C'est juste que les artistes, c'est pas qu'ils chialent tout le temps. C'est que tout le temps, les premiers à chialer. Oui, parce que c'est eux les derniers à essayer aussi. C'est les premiers à manger la claque Ouais. financière. C'est eux qui souffrent en premier. Mais après, c'est les producteurs, après, c'est le diffuseur, après, c'est le distributeur. Tu sais, il y a une crise de distribution au Canada depuis des années, avant que ça touche les diffuseurs. Bref, et c'est tout ça qui prend du temps, donc, à se répercuter dans l'ensemble de cette chaîne, de façon à ce que cette chaîne-là, ensemble, décide de bouger en même temps. Parce que c'est là la difficulté. Ça fait longtemps, tu pourrais en témoigner, qu'il y en a des producteurs qui disent ou qui essayent des choses. Hey, moi, j'ai été productrice des Têtes à claques ou j'ai été productrice dans des boîtes qui essayaient de faire partie de ces nouveaux formats-là. Mais moi, en 2006-2007, là, quand j'allais voir la SODEC, puis je leur disais, j'aimerais produire des capsules. Je fais de la web-série, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps. Je veux faire de la web-télé, OK? Bon, on me disait, bien, je suis désolée, madame, moi, j'ai pas d'argent pour vous. Ça n'existe pas dans mes enveloppes. Ce n'est pas un concept que je suis en mesure de soutenir dans ma structure industrielle. Ça a repris 20 ans. Pour qui? Ça a repris 20 ans et la loi 108, ce qui m'amène à l'autre point. Non seulement, donc, c'est difficile de faire bouger, il faut que tous ces acteurs-là soient d'accord de bouger ensemble et dans la même direction. C'est pas évident, OK? Mais en plus, il faut justement changer les conditions du système dans lequel cette chaîne-là est enchâssée. Et dans ce cas-ci, c'est là que c'est les structures de financement et les lois qui permettent ces financements-là. Ça a repris un ministre, M. Mathieu Lacombe, qui là, en poste seulement depuis 2022, qui dit, bien, coudonc, la SODEC, on va changer votre loi pour que vous puissiez avoir des instruments financiers plus flexibles. Dorénavant, vous allez pouvoir investir du capital action dans les entreprises et aussi, vous allez pouvoir inclure la créativité numérique. Pour nous qui faisons du numérique depuis les années 90-2000, t'es comme... Wow! 25 ans, man! Mais vous dire à quel point, c'est pas parce que les gens à la SODEC avaient la tête dans le sable puis voyaient rien de la transformation du monde numérique, mais ils n'avaient pas les moyens, eux, ils n'avaient pas les instruments. Ils n'avaient pas le droit, Ils littéralement. n'avaient pas le droit, le mandat de pouvoir changer. Alors, c'est ça qui est important et c'est ça qui est difficile. C'est que c'est un système et qu'essaye... Imagine une grosse pelote de laine, puis tu peux pas juste du jour au lendemain dire « Ah, je voudrais insérer un fil vert là-dedans. Puis toi, tu sais, ce que tu dis sur la chaîne, c'est aussi quand tu dis la solidarité, là, c'est quand même un défi, la solidarité, quand tu es en mode gestion de crise. Tu sais, quand tu pognes le mode gestion de crise, il y a un instinct de chacun pour soi, alors que c'est le moment où, théoriquement, il faudrait que le plus que tu tiennes les coudes, surtout contre la compétition à l'international. Mais le réflexe, c'est pas ça, là. Le réflexe, c'est de garder tout ce monde-là ensemble. Puis l'autre affaire, c'est que les luttes, les changements de loi, il faut être du gaz puis de l'énergie. Puis la vraie affaire, c'est que quand ton industrie est en mode survie, le producteur, en gérer ses... Puis aller au BAT, aller au fédéral, aller changer la... Tu sais, ça prend du monde qui ont cette capacité-là aussi, d'un point de vue mental, financier, de dire... ben moi, je vais prendre la moitié de mon temps puis je vais aller faire la représentation. C'est ça aussi, là. C'est que ça prend du jus pour faire ça, là. Puis c'est intéressant parce que le point que tu ramenais tantôt sur les artistes, mettons, c'est les premiers à vivre ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, un peu en joke, mais un peu réel, que les gens qui faisaient le plus d'argent dans l'industrie culturelle québécoise, leur plus grosse contribution créative, c'était des courriels. Puis genre, ça, quand je dis ça d'habitude, ça trigger le monde parce que c'est vrai que, tu sais, tu regardes le milieu créatif, le milieu culturel, souvent les gens qui se font payer en dernier, qu'il y a le moins de stabilité, ça va être les gens qui ont créé quelque chose, les gens qui ont créé l'affaire qui fait en sorte que tous ces autres gens travaillent, tu sais. Puis ça, je trouve, c'est comme, souvent, on le réalise pas trop quand les artistes, justement, chialent parce qu'ils sont comme, ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont pas beaucoup de revenus. Je pense que ça dépend des secteurs. Hein. Ouais, moi, ça me trigger quand tu dis ça, parce que moi, la vraie réalité, c'est que l'UDA, sur mon plateau, il est payé en 2 semaines parce que sinon, son syndicat appelle. Ouais, puis moi, j'attends mon crédit d'impôt pendant 18 mois. Ouais, ça, c'est... 18 mois avant que je rentre le cash dans la compagnie puis que je me verse ma paye sur la production. Tout le monde qui est sur mes plateaux, qui est syndiqué, sont payés en dedans d'1 mois. Fait que
je relativiserais ce bout-là. Je pense que ça dépend des secteurs, ça dépend comment. On fait pas plus pitié que les autres. Là. Il y a vraiment une majorité de producteurs qui vivent vraiment bien leur vie puis qui font pas pitié pantoute. Puis si tu vas au congrès, tu vas voir qu'il y a du gros char dans le cours, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a plusieurs personnes qui partagent des risques. Puis quand le courriel, c'est « je signe en mettant ma maison en garantie pour financer la production », c'est un courriel qui est quand même un peu important créativement, comme bougie d'allumage, je te dirais. Là. Mais ça, tu vois, mais c'est super important, ça, parce que ça fait aussi partie de ça, c'est-à-dire cette méfiance, en fait, qui s'installe aussi entre les différentes cases. Tu sais, que les artistes ou les créateurs sont comme « Ah, c'est les producteurs qui veulent tout le temps plus, plus, plus. » Les producteurs, c'est comme « Ah, c'est le diffuseur qui veut tout le temps plus, plus, plus. » Le diffuseur... la faute de quelqu'un d'autre. Oui, c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Puis c'est de même, pour revenir à ce que tu disais tantôt, Mounir, c'est de même qu'on est arrivé « Ah, ben c'est la faute des jeunes. » Ouais, c'est ça. C'est les jeunes qui veulent plus. Les diffuseurs nous ont dit « Ah, ben c'est parce que les jeunes, ils écoutent plus nos émissions. Fait qu'ils connaissent plus Véronique Cloutier, c'est de leur faute. Puis c'est comme ça que le mythe de c'est la faute des jeunes, c'est la faute de... Et c'est venu s'imprégner dans les discours, je pense, dans le narratif de l'industrie. Il va falloir qu'on travaille très fort pour se défaire de ça, pour être capable... Parce que pendant que nous, tout ce qu'on vient d'expliquer par rapport à ce système qui est un peu, donc, coincé, sclérosé dans sa structure, bien, pendant ce temps, tout autour... La vie continue. La vie continue. Et le monde évolue. Et heureusement, il y a des choses qui naissent, qui émergent, des créateurs comme toi, qui, et beaucoup d'autres qui, aujourd'hui... Et oui, c'est vrai que enfin, on commence à se tourner en disant « Ah, il faut qu'on trouve une façon de faire des ponts et de créer des liens entre ce que moi, j'appelle la parent-industrie, c'est-à-dire tout ce qui s'est développé autour, parce que pendant ce temps-là, il s'est construit une nouvelle économie. Il s'est construit des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de diffuser, des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons d'entrer en contact avec les auditoires et des nouveaux publics qui se sont structurés à travers tout ça autour de cette industrie qui peine, on va le dire, à justement parler d'une même voix, travailler de manière synchronisée, coordonnée, et tout avec la même volonté de s'ouvrir. Puis ça, c'est fou intéressant, cette idée-là, cette image-là de la parent-industrie. Mais souvent, moi, surtout dans le contexte de ce documentaire-là, j'aimais pas trop aller dans ce registre-là parce que j'avais l'impression qu'on va reprocher que moi, qu'est-ce que j'apporte comme solution, c'est « Oh non, mais la télé, c'est le passé maintenant, tout est à propos de YouTube et des YouTubers. » Puis parler de comme ces nouveaux médias-là comme d'un remplaçant à qu'est-ce qu'on faisait avant, tandis que c'est pas du tout ça que je voudrais qu'on ressorte avec comme idée du film, de comme « Ah oui, non, la solution, c'est juste investir. Les YouTubers, c'est le futur de l'expression culturelle, de l'identité québécoise. » Je pense qu'il y a des formats qui sont encore vraiment intéressants, comme la série lourde, comme le cinéma, comme des séries. Puis je trouvais que juste tout le temps ramener ça à YouTube, ça fait en sorte que ça décrédibilise un peu le propos, parce que c'est comme... Je suggère pas juste que le futur, c'est... Mais il y a une idée dans cette idée-là, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive ultimement, c'est que cette parent-industrie, puis l'industrie que tu as définie comme étant sclérosée, qui est intéressant comme mot, les deux, ils se mixent, qu'ils deviennent une seule chose, de profiter du levier de génération d'engagement numérique de cette parent-industrie à le diriger vers des productions qui ont pris plus de temps, juste comme que tout évolue dans le même écosystème. Puis c'est ça, moi, en fait, que, quand on filmait ça, j'étais comme, hey, quelle série vous avez écouté à des jeunes? Qu'est-ce que vous connaissez? Puis tout le temps, comme, ah, ben, j'ai écouté Subito Texto, j'ai écouté Le Chalet, puis j'ai écouté comme Fugueuse. C'est comme tout le monde me parlait Fugueuse. Ouais. C'est pour ça que ça a comme devenu. Cette génération-là, vrac, toi. Ouais, moi, je suis vrac, mais les jeunes, moi, je suis vrac, mais eux, les jeunes qui sont cégep en ce moment, c'est pas des vrac TV. C'est eux, c'est vraiment. On a écouté Télé-Québec, on a écouté comme Le Chalet, l'Académie, puis après Fugueuse, puis après, c'est pas mal ça, tu sais. Toc, 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 tu sais, comme il y en a quelques-unes. Puis je me disais, tu sais, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des séries de fiction qui se font, qui rejoignent les jeunes, qu'il y en a que c'est arrivé, puis pourquoi qu'on n'étudie pas plus comment c'est arrivé. Puis ça, c'est un point de vue plus de production. Comment c'est arrivé. Puis pourquoi qu'on n'essaie pas de le reproduire? C'était comme ça mon gros mystère dans tout ce documentaire. C'est comme, ah, mais là, on a des affaires qui ont... ce qui va marcher ou pas. Ouais, mais comment qu'on s'inspire de qu'est-ce qui a marché dans
culturellement, tu sais, puis c'était tout le temps, je revenais à Fugueuse, tu sais, mais est-ce qu'il y a cette réflexion-là? Est-ce que dans les discussions, on est comme, hey, il faudrait qu'on change de quoi dans la thématique, pas juste les acteurs, ça peut être les mêmes acteurs, tu sais, ça peut être Pierre-Luc Funk, mais juste comme qu'ils soient dans un contexte différent, qu'ils soient, tu sais, comme, qu'il y ait un marketing différent, que toute la mise en marché soit différente. Il y a tellement de stock là-dedans. Je vais te partir ça. C'est, de mon point de vue, puis j'ai l'impression que c'est quand même récent qu'on s'intéresse au public. Puis c'est quelque chose qui m'a comme frappée quand j'ai commencé, parce que la plupart des producteurs, là, tu sais, personne ne fait de plan d'affaires. On se part en business, on se part avec un projet, puis tu n'as pas beaucoup de monde qui ont comme des formations, mettons, en gestion, HEC, marketing. C'est École des gens médias, ouais. excuse-moi. Stratégie de production. Voilà. Ouais. Fait que t'as des gens qui viennent de cinéma, de télé, tout ça, mais bref. Puis là, quand j'ai commencé, moi, à embarquer plus dans les formations HEC et autres, tu sais, Day One, c'est qui ton client? C'est quoi qu'il veut? À qui tu t'adresses? Il a-tu aimé ton produit? Il l'a pas aimé? Pourquoi il achète chez le compétiteur? Puis ça, c'est des questions que j'entends rarement les gens se poser. Puis jusqu'à il y a vraiment pas si longtemps, chez certains diffuseurs, quand on leur demandait, parce que moi, j'étais dans les boîtes où il y a des fonds qui ont commencé à nous poser ces questions-là, qui nous ont forcés à avoir ces réflexions-là. Puis là, quand on disait à notre diffuseur, c'est qui le public cible? Peux-tu m'aider, là? À qui on parle? C'était, c'est difficile. Nous, c'est comme le grand public, là. Puis ça te donne une idée de... On essaye des affaires, mais puis là, de plus en plus, là, ils vont nous dire... nous, c'est la femme 25-35 qui fait ci, ça. Puis cette réflexion-là, puis le problème, c'est que souvent, chez les diffuseurs, cette intelligence d'affaires-là, elle est principalement dans les départements de marketing. Parce que eux, leurs acheteurs publicitaires veulent savoir à qui vendre. Fait qu'eux, ils ont les documents puis les PowerPoint avec « voici notre public, voici ce qu'ils consomment, voici à quel âge. » Puis c'est tout récent que ces documents-là ont commencé à filtrer vers les équipes de contenu qui sont comme à qui on parle, puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que tout récent, on parle de... 5 ans. Oh, oui. Post-COVID? Oui, en fait. Post-COVID, parce qu'en fait, c'est intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, la pandémie a joué un gros rôle là-dedans. A joué un gros rôle sur comprendre à quel point... selon ce que les gens sont en train de faire, ce qu'ils choisissent, ça a une grosse incidence, justement, sur l'ensemble de la chaîne, tu sais. Mais c'est vrai que c'est très, très récent. Mais je pense aussi que ça fait partie de l'apprentissage qu'on tire de ce que font les plateformes puis ce qui se fait dans le numérique. Oui. C'est aussi la compréhension, justement, de ce que font les créateurs YouTube ou autres qui ont un accès quasi direct à des données analytiques, à des informations d'usage, tu sais, sur ce que font leur fanbase. Et c'est aussi, donc, tiré et inspiré de où là, effectivement, ces structures-là se sont dit « Whoopalaï! » Puis si vous avez aimé, vous aimeriez peut-être. Ouais. Tout le monde quand ils ont comprendre compris l'algorithme de Netflix. recommandations, puis tout ça, pourquoi eux connaissent leur public, puis nous, on les connaît si mal. Quand Netflix, là, effectivement, les premières études qui sortaient en disant « nous, on a basé tous les choix, je me rappelle de cette étude de cas-là, House of Cards. OK? Il y avait eu toute une étude de cas à l'effet qu'ils avaient choisi, en fait, les acteurs, Kevin Spacey, avant les scandales de Kevin Spacey, mais bref, ils avaient choisi toute une série d'éléments de contenu qui structuraient, donc, le scénario, sur la base, en fait, des données puis des préférences des communautés d'intérêt qui s'étaient construites à travers le visionnement de la plateforme. Et là, ça a été comme un moment d'épiphanie. OK? Là, je te parle, là, c'est ça, on est là. On est 2015, 2016. Il y a des moments d'épiphanie dans la télédiffusion traditionnelle de se dire, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, fait que, mettons qu'on est dans l'éveil de « Oups là! » Il faut qu'on change notre rapport au marketing, il faut qu'on change notre rapport aux auditoires puis aux utilisateurs pour construire des meilleurs contenus qui sont plus adaptés. Fait que mettons qu'on est juste dans cet éveil-là au niveau de la production, au niveau de la diffusion, revenons au financement. Tu vas comprendre comment tout ça, c'est interrelié. Je vous donne des chiffres, vous allez capoter, OK? Au Canada, l'ensemble de l'aide fédérale, crédit d'impôt, Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada en audiovisuel, investit en développement et production de films, de télé, puis de tout ça, dans les contenus, les prods, 781 millions de dollars, OK? En marketing,
60 millions. Ça, c'est 7,6 % de ce qu'on investit en contenu. Au Québec, savez-vous c'est quoi le ratio? C'était dans le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel. Le rapport au Québec, là, c'est le ratio 5,7 % de budget marketing pour l'ensemble de ce qu'on investit en développement de contenu. Hollywood, pour le fun, entre 50 et 120 %. C'est ça, on dit tout le temps le budget d'un film, tu calcules le Exactement. double pour promo. OK? Fait que l'idée ici, c'est pas de se comparer au budget d'Hollywood, c'est de comparer notre très mauvaise conception qu'on a de l'importance d'investir et la valeur de la mise en marché, de la promotion, puis de puis encore une fois, pour parler de la chaîne de valeur, le marketing devrait cesser d'être à la fin, être ramené très proche du moment où Karine et ses équipes commencent à développer des projets. Mais il y a tellement de choses, c'est tellement intéressant. Cette idée de grand public, déjà, de un, c'est une affaire, mais c'est parce que, mettons, moi, j'ai littéralement vécu ça il n'y a pas tant longtemps, le post-COVID, il y a 2-3 ans. C'est à qui ton show? Ah, c'est ben trop niché comme audience. Ah, c'est ben trop... Faudrait... Puis là, j'en parle dans le documentaire, mais on a tout le temps l'archétype. Qu'est-ce que telle personne de telle région du Québec va penser? On a cette idée-là Sylvain de Shawinigan. Exact. On va tout le temps te projeter à l'extérieur. Puis si on parlait de la consommation de télé en région là, avant de commencer. Mais, fait que cette idée-là de grand public, déjà, faut comme... essayer de comprendre que c'est différent peut-être, que ça change, qu'il y a des publics différents, qu'il y a un type de comportement d'auditoire chez, mettons, les jeunes, leur relation avec les propriétés intellectuelles qu'ils aiment, souvent, elle est très intense. On parle souvent de ce fan engagé. C'est comme, OK, ça, c'est un profil en tant que tel qui aime non seulement Stranger Things, mais qui va faire du contenu promotionnel lui-même de Stranger Things. Puis là, je prends tout le temps Stranger Things en exemple parce que pour moi, c'est tellement un révélateur que le plus gros show de notre époque, la plus grosse émission de notre époque, ce soit une émission qui prend base dans le monde de Donjons Dragons, qui n'est pas un champ d'intérêt particulièrement grand public. Fait que déjà, j'ai comme tout le temps cette idée-là que comme, ben non, il n'y a pas de grand public. Il y a juste qu'est-ce que les gens aiment souvent ces temps-ci, c'est prendre quelque chose de hyper complexe puis très défini comme l'univers de Donjons Dragons puis l'explorer de façon full vulgarisée. C'est ça que c'est Stranger Things. C'est un domaine très précis qui a une mythologie immense. Puis là, même si je connaissais rien, je la découvre puis je me plonge dedans. Tu sais, ce procédé-là de comme, on parle de découvrabilité, mais genre de découvrir des univers, souvent, il est comme complètement écarté. Puis avant même de se rendre à un diffuseur, c'était une des plus grosses boîtes de production qui avait comme... J'avais l'impression qu'ils répétaient un discours qu'ils avaient déjà entendu. Peut-être qu'eux, ils le pensaient pas, mais ils s'attendaient à ce qu'un diffuseur me demande, moi... Qu'est-ce qu'il va penser? C'est à qui que tu... Ah, c'est trop niché. Fait que c'est comme si... Je veux réagir là-dessus, mais vas-y, commence. En fait, c'est parce que quand tu dis découvrir des univers, je pense que juste pour boucler ton truc précédent, c'est que c'est là où je pense que, mettons, il faut réfléchir plus au public, puis il faut se demander quand ça a marché, pourquoi ça a marché. Mais parfois, le problème que je vois de l'industrie, c'est qu'on cherche à reproduire le succès précédent. Puis au lieu de créer la nouvelle... Tu sais, mettons, si tu leur dis qu'est-ce qui a marché dans Fugueuse, tu sais, le but, c'est pas de faire Fugueuse 2. Ben non. C'est pour ça que Fugueuse 2 marche pas, parce qu'on essaie de faire Fugueuse Repeat. Puis c'est que dans l'analyse... Mais là, ça aurait été le fun quand même. On essaye de faire Fugueuse Repeat. Là, on n'a même pas essayé, mais juste continue. Ils ont essayé, la 2, là, mais... Mais la 2, c'est devenu District 31. Ça s'est mal passé, mais... tu sais, c'est que quand on comprend, c'est pas juste pour faire copie-colle. Il faut comme comprendre plus dans la psychologie du spectateur, puis dans ses motivations. Qu'est-ce qui fait qu'il a vécu quelque chose, puis de le mettre plus méta. Puis là, souvent, ce qu'on a comme réflexe, c'est on va recopier. Puis j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup dans le... la recette. On fait la même recette. Le fantasme des filles de Caleb, là, tabarnak. On va reproduire, il va y avoir 2 millions de personnes devant leur télé, comme La Petite Vie, comme les filles... Mais c'est les mêmes rêves, là. Ça fait vraiment longtemps, là. Fait que cette notion-là de le prochain succès, c'est pas la copie du succès précédent, là. Je pense que comme... on veut le comprendre, pourquoi le succès, mais on veut pas juste... Les procédés vont être les mêmes. Oui, mais c'est ça. Mais attendez, vous avez dit tellement de choses incroyables. OK, je vais faire un universitaire de moi. Tout ce que tu viens d'expliquer, Mounir, là, OK, faut retourner. S'il y a quelque chose auquel on aurait dû être plus attentif, justement, au tournant des années 2000, c'est, par exemple, à des penseurs ou des chercheurs comme Dana Boyd ou Henry Jenkins qui nous parlaient de culture participative et de quoi?
de transmédia et de story worlds, OK? Le cas école, c'est The Matrix, par exemple, ou Star Wars, qui construit en fait des univers. J'ai lu dernièrement un papier extrêmement intéressant qui explique sans doute le décalage que tu viens de décrire de manière vraiment éclatante. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années? La littératie des auditoires en matière de contenu est devenue extrêmement sophistiquée et très élevée. Puis la littératie des auditoires de la part des créateurs de contenu, pas pantoute, n'a pas suivi. Et en fait, il y a un énorme déconnexion là et décalage. Ça, c'est du génie que tu dis ça. Ouais. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'essaie juste de reprendre les termes, mais en fait, c'est exactement ça qui se produit à l'heure actuelle. Ce qu'on a, c'est une littératie vraiment très importante de la part des auditoires en matière de contenu, autant dans la compréhension des procédés de création, de production, sur le plan même technique, mais sur le plan narratif et sur le plan des univers narratifs. Et tu as tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on crée doit être construit dans cette perspective, en fait, d'une expérience, dans une approche expérientielle de l'histoire, OK? Parce que sinon, on va nous le demander. Et c'est là que c'est un autre problème des industries culturelles. Tout le monde est assis dans son silo. Moi, je fais de la TV. Moi, je fais du cinéma. Moi, je fais de la musique. On se mélange pas trop, OK? Or, ce qu'il faut, c'est construire des univers, des histoires qui sont capables de transcender, en fait, toutes ces affaires-là. Et le numérique le fait très bien. D'où des Stranger Things et tout. Pour revenir à la répétition de la recette, sur ce plan-là, on a été très biaisé par le capitalisme de Hollywood et les approches industrielles des franchises et des Marvel et des répétitions ad nauseam, des mêmes propriétés intellectuelles qu'on décline à n'en plus finir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque Puis les films attaché. coûtent tellement cher à faire maintenant que tu peux pas prendre de risque. Ils essayent de dérisquer, en fait, le processus de production en essayant de juste exploiter, là, tu sais, jusqu'à la moelle. Puis la nostalgie, là, l'époque est Exact. rude, fait que c'est réconfortant. Fait que Mais là, c'est un c'est ça. genre, c'est un style, mais la question qu'on doit se poser, c'est on veut-tu être toutes dans ce modèle-là? On veut-tu vraiment... C'est-tu ça qu'on veut comme industrie? Tu sais, de construire une industrie qui répond à ce type de modèle-là, c'est-à-dire une machine à saucisses, là. Ou est-ce qu'on veut effectivement plutôt construire des structures plus souples qui vont permettre de créer des synergies puis des symbioses entre les différentes formes d'expression culturelle, musique, audiovisuelle, numérique, tous les formats confondus. Et avec ça, donc... Même littéraire, tu sais, les gens ils vont Même écrire. littéraire! Les gens vont écrire Absolument. tellement de choses. Mettons, tu parlais d'E.T. Rivalry. Il y a tellement de littérature qu'il y en a que les gens sont tellement mis à écrire tu sais, des Mais fanfictions. c'est parti d'un fanfiction. Ben, c'est parti oui. d'un fanfiction de Sidney Crosby puis Alex Ovechkin, je sais. Mais non, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais... C'est ouais. ça qu'il faut qu'on analyse, en fait. Quand tu disais, est-ce qu'on peut décortiquer les éléments qui ont fait le succès, par exemple, tu donnais l'exemple de Fugueuse, bien, moi, je pense que ce qu'il faut décortiquer, c'est plutôt, effectivement, dans les succès, toutes ces différentes composantes-là. Et moi, je pense que c'est directement... C'est ça, moi, je pense que c'est une des pistes de réponse. C'est dans la construction, donc, de ces univers-là qui doivent être cohérents, durables, permanents, parce que c'est ça, l'expérience. Moi, mes enfants, mon fils, le plus jeune, grandit aujourd'hui dans des environnements, tu sais, Minecraft, puis tout ça, c'est des mondes permanents. L'industrie du jeu vidéo l'a très bien compris. Ils ont littéralement basculé du game as a product, c'est-à-dire sortir à la pièce tous les 3 ans un nouveau titre, avec le game as a service. Donc, la question, c'est, y aurait-il une façon d'imaginer un autre régime, un autre format qui serait comme la création dans une approche comme ça de durabilité, de présence? Là, je m'égare. Non, tu t'égares pas, c'est totalement... Je oui, parce que... brainstorm. Mais non, mais c'est ça le but, parce que, tu sais, puis il y a de quoi dans ce que tu dis qui est tellement intéressant, c'est les silos, tu sais. Quand tu travailles dans l'industrie
télévisuel, puis je parlais de télé, ben, la plus grosse affaire dans ces boîtes de prod-là, ça va être qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde-là? Mais si tu vas de l'extérieur, c'est comme nous, dans le vrai, je ne sais pas si c'est l'idée du vrai monde, mais dans le monde extérieur, personne ne parle vraiment de ça. C'est un phénomène juste dans votre espèce de bulle-là, mais il n'y a personne vraiment. Fait qu'il y a cette idée-là aussi de comment quantifier le succès. Tu sais, on parle justement des filles de Caleb, 1,5 million, La Petite Vie, il y a 4 millions de gens le lundi soir. Tu sais, c'est comme des affaires de même. Ben, peut-être qu'Empathie, maintenant, qui a été un succès, ça s'est échelonné sur 1 mois et demi de bouche à oreille, sur 2 mois de bouche. Tu sais, comme le succès a été complètement différent, mais il est quantifiable aussi. Tu sais. Mais qu'est-ce que le succès aussi? Ça, c'est la femme. Tu sais, comment on mesure le succès? Tu sais, comme moi, juste le fait que toute la discussion sur les jeunes, là, elle se fait souvent sur le data télé. À quoi ça sert? Code d'écoute. À quoi ça sert? Je veux dire, nous, ce qu'on veut savoir, c'est toutes plateformes confondues. C'est quoi qu'ils ont écouté? Puis on peut pas le savoir quand ils écoutent YouTube. Là, ils disent qu'ils écoutent YouTube, mais tu sais-tu s'ils écoutent du contenu québécois sur YouTube? Tu sais, on n'a pas ce... Qu'est-ce qui fait? Tu sais, tu as des projets, par exemple, qui vont être vus par un tout petit nombre de personnes, mais que ça va les faire vibrer vraiment fort. Ouais. Ça va avoir un impact social, ça va faire changer la conversation, ça va finir par influencer les débats politiques. Tu sais, un moment donné, on peut-tu en revenir, la cote d'écoute, là, que tout notre système de financement, qu'il y ait une proportion aussi importante qui soit donnée sur les codes d'écoute. Puis ça fait des années qu'on leur dit qu'il faut qu'ils modernisent ça, puis qu'il faut donc... oui, on va le faire, on est là-dessus. Non, ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'ils l'ont fait. Moi, je suis allé les voir pour ça. C'est que c'est fait que non, les données, maintenant, Numéris n'incluent pas. Puis pour les gens qui ne savent pas, Numéris, c'est comme l'OBNL qui est en charge, qui est comme la convention chez les diffuseurs, les annonceurs, les producteurs comme étant ce qui recueille les données là, pour dire que, OK, telle émission a été écoutée par 1,3 million de gens, disons. Eux, ils disent qu'ils ont maintenant inclus. Là. C'est plus juste leur système de Padgett. Il y a le multimédia, mais après, c'est une autre affaire qu'ils nous disent depuis 1998. Puis l'OBNL, là, on peut-tu se dire que dans les infos qui ne circulent pas, là, Numéris, c'est dans les coupables top, là, parce que eux, c'est un racket. Moi, si je veux avoir accès aux infos full de Numéris, il faut que je paye. À la grosseur de boîte que j'ai, je n'ai pas les moyens de me payer un abonnement à des milliers de dollars. Donc, moi, quand j'appelle mon diffuseur puis que je veux juste savoir, mon show, y a-tu marché? Hey, le show que je t'ai livré, y a-tu du monde qui l'a écouté mardi soir? Je peux pas vraiment te le dire parce que tu sais, Numéris, nous, on paye un abonnement, mais on n'a pas le droit de le partager. C'est ça, la réalité, là. Fait que moi, je l'ai pas, cette info-là, parce qu'on a décidé de commercialiser la mesure du succès. Ça, c'est fucké, là. Complètement fucké, mais c'est... Surtout si on parle de contenu produit avec des fonds publics. Je peux-tu savoir si mon show, il a marché ou pas? Puis après, c'est ça, c'est que l'idée de... produire un contenu pour les jeunes, mais que là, si ce contenu rejoint des jeunes, il ne va pas montrer de code Numéris. Ça veut dire que le diffuseur va faire comme il n'y a pas de gens qui l'ont écouté, pourquoi qu'on devrait comme investir des capitaux là-dedans, pourquoi qu'on devrait le renouveler. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Fait que là, quand tu arrives avec. Tu sais, puis moi, je trouve le meilleur exemple, c'est Occupation Double, parce que Occupation Double, c'est définitivement un phénomène culturel chez la génération Z. Moi, je dis souvent que s'il n'y avait pas eu Occupation Double dans les 10 dernières années, on aurait eu un immensément plus gros problème face au rattachement. Juste comme une identité commune, juste les expériences communes, c'est OD On18 qui a structuré les 10 dernières années. Puis chaque année, il y a un article, les codes d'écoute d'OD sont en baisse, puis OD a de la misère. Puis la production même d'OD, ils doivent faire une publication sur leur propre réseau, puis faire, on a eu 1,8 million d'heures d'écoute sur notre site nouveau. Tu sais, comme, on va très bien. Il y a des gens qui nous écoutent. Puis c'est là où je te dis, mettons, la mesure de succès, là, ça pourrait être combien y a-t-il de balados, spin-off qui parlent de... Tu sais, tu pourrais aller dans le qualitatif puis dire, c'est pas juste le rating, aussi c'est combien de mimes ont été faites avec ça, combien de reels, qui en a parlé. Tu sais, c'est là où il faut que tu ailles chercher aussi de la donnée plus fine, là. Puis là, on va finir parce qu'on va dépasser le temps, mais j'ai dit au monde qu'on pouvait dépasser le temps, c'est pas grave. Mais je veux qu'on parle justement, parce que tu as parlé un peu de mise en marché, vous avez parlé de mise en marché, puis moi, c'est tout qui m'a fasciné d'apprendre que le mandat d'un producteur quand il livre une série, puis ça, c'est dans la structure aussi du système, sa job est finie du moment qu'il livre la série au diffuseur, puis toute la mise en marché puis le marketing appartient au diffuseur. Puis ça, je trouve que c'est contradictoire. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a de quoi d'investi puis qui comprend bien le produit qu'il vient de livrer, c'est le producteur. Fait que est-ce que ce serait bénéfique? Parce qu'il faut parler de solutions, là, tu sais. Est-ce que ce serait bénéfique que cette partie du système soit modifiée à ce que l'argent qui serait réservé par le diffuseur pour mettre en marché aille au producteur, puis que le producteur soit en charge du marketing, de la mise en marché d'une production? Je vais laisser la productrice répondre et je répondrai après.
Je ne sais pas si on est rendu là. Parce que la vérité, c'est que l'expertise présentement, marketing réel de mise en marché, elle est effectivement dans les équipes chez le diffuseur qui, eux, sortent des shows. Ils en font 50 dans l'année. Puis, chez les producteurs, l'autre affaire, c'est que c'est aussi récent que la mise en marché puis le marketing, c'est pas vu comme quelque chose d'un peu impur qui va venir comme contaminer la création. C'est-à-dire que, tu sais, moi, quand j'explique aux gens que nous, dans nos projets, on réfléchit au public, on réfléchit au marketing dès le premier meeting créatif. C'est comme si c'était pas de l'art holistique, on s'en va à Cannes. Du monde qui se mettrait le feu à entendre ça, là, c'est parce que là, on a perverti l'art, puis l'art doit vivre sans être contaminé par la recherche, tu sais. Fait que c'est récent. Là, ce qui est compliqué, c'est que quand on tombe dans... Puis je vais reparler de capitalisme. Quand on tombe dans le modèle, c'est que, mettons, l'équipe marketing du diffuseur décide où ils vont mettre leur argent publicitaire. Et donc, là, ils choisissent leurs champions. Puis les émissions sur lesquelles ils vont investir. Qui va avoir les panneaux d'autoroute? Qui va être dans le métro? Puis ce pari-là se fait sur... Numéris. Combien l'acheteur va pouvoir aller se chercher de la validation dans la code d'écoute. Et donc, c'est les shows mainstream, c'est parfois les shows qui innovent le moins, c'est les valeurs sûres, c'est les... Donc là, l'argent va là, ce qui fait que tu as des diffuseurs, par exemple, qui vont avoir l'audace de produire certains shows vraiment innovants, vraiment différents. Mais si cette audace-là ne suit pas au département du marketing, personne ne va le voir, le show, puis il va tomber dans l'oubli. Puis là où tu as raison que c'est fâchant comme producteur, c'est que c'est comme si tu t'en vas, mettons, faire un concours de patins, puis tu ne sais pas s'ils vont te donner les patins aiguisés ou pas. Mais tu sais, il faut que tu gagnes la course, par exemple. Mais c'est le diffuseur qui a dans ses mains ton succès. Mais au moment où il décide de renouveler ou pas ton show, ça va devenir ton problème, le succès, alors que tu n'as pas les mains sur le volant du marketing. Fait que moi, j'ai vécu dans les dernières années un modèle hybride où on avait des fonds aux producteurs pour les producteurs qui en avaient envie. Parce que je pense qu'il ne faut pas présumer que tout le monde a le goût de faire ça. Puis où on venait travailler conjointement avec notre diffuseur. Puis là, c'était, moi, j'ai une enveloppe, toi, tu as une enveloppe, toi, tu as décidé que tu n'irais pas, mettons, en affichage sauvage. Moi, j'ai eu des shows où je suis comme, tu y vas pas? Bien, moi, j'y vais. Puis moi, je vais en mettre des panneaux d'affichage sauvage où, dernièrement, on a fait un truc, puis on a décidé, bien, nous, on va l'essayer de payer pour des micro-influenceurs. On comprend que le diffuseur est peut-être pas rendu là encore de faire des contenus payés médias sociaux, mais nous, on va l'essayer avec notre budget. C'est juste que, comme tout est dans notre industrie, ce qui arrive parfois, c'est que quand toi, tu as l'argent comme producteur, bien là, le diffuseur va se désengager. Puis il ne viendra pas doubler ton montant, il va mettre son argent ailleurs. Fait que, tu sais, le point que tu disais tantôt, là, les budgets marketing, là, tu sais, c'est là qu'il faut mettre... Ça sert à rien qu'on aille à l'UNESCO parler de découvrabilité. C'est là qu'il faut revenir dans un esprit d'entrepreneur. 5,7 %. C'est là qu'il faut revenir dans... C'est parce que moi, je trouve que découvrabilité, comme mot, a complètement pris le contrôle de la conversation quand on devrait parler de viralité. Mais c'est pas quelque chose de méta, la découvrabilité. Tu sais, si on revient, là, t'es un entrepreneur, là, toi, tu vends de la bière, là, tu veux vendre des bières. Qu'est-ce que tu fais? Tu la publicises, puis le jour où tes ventes baissent, là, tu changes ton budget dans ta shop, puis tu te dis, hey, on va emprunter, puis on fait un coup, puis on fait une offensive, puis on s'en va. Puis nous, c'est comme si on se regarde couler, mais il n'y a jamais personne qui a dit comme, hey, gang, on inverse les budgets, là. On y va là, à fond, Léon. L'idée de dire que ça s'écroule, ça tombe, tout ça, comme si c'était invitant au public de faire aller consommer cette espèce. Ça revient à un peu ce que Timothée Chalamet a dit sur le ballet puis l'opéra la semaine passée. Je sais pas si... Non, mais c'est cette idée-là de comme, être dans une industrie qui est tout le temps en train de mourir, blablabla. Mais, puis à leur défense, c'est que les budgets marketing sont chez les diffuseurs. Les diffuseurs sont sous pression, leurs revenus sont comme ça, puis l'argent public est au contenu. Les sommes d'argent public vont au contenu. Fait que le diffuseur, lui, son département marketing, là, il fait ça, c'est des premiers... Ça coupe. Ouais. Nous, on a du monde avec qui on dealait chez le diffuseur. Des fois, il y avait comme 3-4 relationnistes de presse. Oups, il y en a 2. Oups, il y en a juste une. Oups, il y en a plus. Comme... Fait qu'eux sont sous pression. Fait qu'il y a quelque chose avec la mise en marché qui, clairement, il faut travailler. Là. Mais encore une fois, je reviens au fait que... Puis tu viens encore de le décrire, en fait. Ce qui continue d'alimenter ce déclin-là en ce moment, à mon sens, c'est pas la faute des jeunes, c'est pas la faute des artistes, c'est pas la faute du producteur, du diffuseur, c'est la faute du modèle industriel. En fait, c'est ce régime-là
dans son ensemble, avec toutes ces parties composantes qui sont de plus en plus déficientes, OK, et qui s'entraînent les unes avec les autres, sont en train de, tu sais, le terme en anglais collapse, là, les unes sur les autres. S'effondrer. Moi, je pense qu'il est urgent, qu'on accepte de se poser les vraies questions sur quelles conditions ça va prendre pour déstructurer. Il va falloir qu'on casse des murs. Là. Il ne va pas juste falloir qu'on change la couleur des murs dans la maison puis qu'on déplace des meubles. Il va falloir qu'on casse certaines de ces structures-là. Et donc, ça veut peut-être dire justement, le département de marketing qui a toujours été bien en aval dans la chaîne, va peut-être falloir qu'on ramène des éléments de cette expertise-là puis de ces compétences-là plus haut. Comment on fait ça? OK? Est-ce que ça implique justement de la formation, de la structuration au sein des entreprises de production, du déplacement de budget? Est-ce qu'on change les investissements? Fait qu'il y a vraiment une déstructuration, puis il va falloir qu'on commence à se poser la question de ça. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on fait, comme on disait tantôt, pour intégrer et commencer à fusionner, créer certaines synergies avec ce qui se fait par ailleurs, OK? Il faut que ça se fasse dans une approche bilatérale, tu sais, entre, comme tu disais tantôt, il ne s'agit pas de dire OK, tout le monde s'en va vers YouTube, OK, tout le monde s'en va vers... Non, il va falloir qu'on fasse des choses ensemble. Mais bref, dans tous les cas, moi, je pense que, comme dans beaucoup de choses qui est humain, il faut qu'on ait goûté au caca, puis je pense qu'on commence à arriver là. Il faut que ça commence à faire mal, malheureusement, pour que les gens fassent comme « Oups, là, il va falloir que... » Mais dans tous les cas, je terminerai là-dessus, mais le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'au Canada et au Québec, il existe juste 2 modèles pour créer. Tu es un artiste, Conseil des arts, Marché des arts, tu t'en vas au Conseil des arts si tu veux écrire, puis tu es un artiste indépendant, OK? Ou tu es dans l'industrie. Puis dans l'industrie, bien, ça implique toute cette structure extrêmement rigide dont on vient de parler, qui est très difficile à défaire. On peut-tu commencer à ouvrir des nouvelles voies? Peut-être qu'il faut commencer à créer d'autres régimes puis d'autres modèles, pas juste dans cette approche binaire industrie-art, art-industrie. Bien, c'est une très bonne conclusion. On pourrait parler de ça pendant 2 heures, 3 heures encore. On va faire un fait divers. Dans le fond, c'est une plug pour ma podcast à moi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je trouve que ça bonifie tellement le documentaire. En fait, ça comme le complète de plein de façons. Puis pour les gens qui l'ont pas vu encore, allez voir Après moi, le déluge sur la chaîne YouTube de l'ONF. C'est dans le cadre de l'initiative On Filme. Shout-out à l'ONF de filmer. On filme, tu sais. Puis c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous, like, subscribe. Puis merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Je subscribe. Let's go.